L'Atlantide, métropole rayonnante, le légendaire royaume insulaire aurait représenté, il y a des milliers d'années, la plus grande puissance insulaire de notre globe. Cependant, toutes les descriptions de gigantesques trésors d'or et d'argent, de bâtiments magnifiques et de paysages florissants sont éclipsées par un gros problème. Il n'y a aucune trace de l'Atlantide depuis de nombreux siècles. En fait, l'existence même de ce royaume insulaire mystique a toujours fait l'objet de vifs débats dans les rangs des chercheurs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez les légendes qui entourent la célèbre cité engloutie et la carte ancienne qui pourrait révéler le véritable emplacement de l'Empire perdu. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour apprendre quelque chose sur l'Atlantide que vous n'avez jamais entendu auparavant. Vous n'avez pas envie de manquer ça. Le mythe de l'Atlantide. C'est à nul autre que le philosophe grec Platon que nous devons d'avoir appris quelque chose sur le légendaire royaume insulaire de l'Atlantide. L'île est mentionné pour la première fois dans les dialogues Timée et Critias que le philosophe a rédigé vers l'an 360 avant Jésus-Christ. Le premier point critique qui nous fait douter de l'existence réelle de l'Atlantide se trouve déjà dans la présentation de ses œuvres. Bien que les protagonistes des dialogues de Platon soient des personnages historiques réels, les conversations que le philosophe leur attribue sont purement fictives. Platon a utilisé cette astuce pour transmettre authentiquement au lecteur les affirmations centrales de ces dialogues, au lieu de les écrire comme des instructions dogmatiques. Mais comment le puissant royaume insulaire, qu'il soit réel ou imaginaire, se serait-il présenté en détail ? Platon nous donne une réponse complète à cet égard dans le Critias. Il s'agit donc d'un empire gigantesque, plus grand que la Libye et l'Asie réunie. Le cœur magnifique de l'Atlantide était l'île d'Atlas, sur laquelle on pouvait trouver en abondance les matières premières les plus précieuses. Outre les riches gisements d'or et d'argent, c'est surtout le métal légendaire auricalque qui représentait la prospérité naturelle de l'Empire et qui était décrit par Platon comme un feu scintillant. Le paysage de l'Atlantide était composé d'une grande variété d'arbres et de plantes à fleurs. Mais de nombreux animaux exotiques ont également élu domicile dans le royaume insulaire, dont l'éléphant, le plus puissant de tous. Grâce à d'ingénieux canaux artificiels, les habitants parvenaient à fournir l'eau nécessaire à leurs terres extrêmement fertiles. Le centre de l'île principale était orné d'une zone de 3000 sur 2000 stades, l'unité de mesure d'un stade correspondant à environ 180 mètres. La plaine correspondante, qui s'étendait sur plusieurs centaines de kilomètres, était à son tour bordée et sillonnée de canaux à angle droit. Les puissantes fortifications de la capitale, construites sur une montagne, l'Acropole, étaient entourées de 3 canaux en forme d'anneau. Non moins magnifique que l'Acropole, était un temple gigantesque dédié au dieu grec de la mer, Poséidon, et recouvert d'or, d'argent et d'oricalque. Les statues en or, l'immense hippodrome et les résidences des souverains, qui se trouvaient dans les quartiers intérieurs de la ville en forme d'anneau, reflétait également de manière incomparable la prospérité et la puissance de l'Atlantide. Compte tenu de l'histoire traditionnelle du royaume insulaire mystique, personne ne devrait être surpris que l'Atlantide soit rapidement devenue une puissance mondiale absolue. On dit que c'est Atlas, le fils de Poséidon, qui a été le premier à monter sur le trône de l'Atlantide. Le rejeton du dieu de la mer et ses descendants régnèrent sur la capitale et au fil des ans transformèrent l'île à l'origine rurale en une puissance maritime notoire qui conquit de plus en plus de régions. L'armée de l'Atlantide se composait de 240 000 hommes à bord de 1200 navires de guerre qui inspiraient la peur à tous les ennemis. Après que le royaume insulaire ait soumis certaines régions d'Europe et se soit avancé jusqu'aux frontières de l'Égypte en Afrique du Nord, il semblait que l'avancée de l'Atlantide ne pouvait plus être arrêtée. Cependant, les Athéniens, en infériorité numérique, ont fini par mettre à genoux les guerriers du puissant empire insulaire. Toutefois, si l'on en croit la légende, ce n'est pas la guerre des Athéniens, mais la colère des dieux qui a scellé la défaite de l'Atlantide et la chute définitive de la puissance maritime. Ainsi, les rois de l'Atlantide avaient attiré sur eux le courroux des divinités,
car ils étaient obsédés par la cupidité, le pouvoir et la richesse et se considéraient comme invincibles. Mais le mélange croissant de la famille régnante autrefois divine avec des mortels normaux a finalement conduit à ce que le sort de l'Atlantide soit décidé devant un tribunal divin. Afin de punir les dirigeants et les habitants de l'Empire pour leur orgueil, les dieux ont provoqué une grave catastrophe naturelle, à la suite de laquelle l'Atlantide s'est effondrée vers l'an 9600 avant Jésus-Christ et a été engloutie par la mer. Légende ou vérité ? Depuis de nombreux siècles, un débat controversé a lieu sur la manière d'interpréter correctement les explications de Platon sur l'Atlantide. L'un des camps est fermement convaincu que la puissance maritime décrite dans les dialogues n'a jamais réellement existé. En conséquence, le philosophe a simplement utilisé le royaume insulaire mystique comme une métaphore pour avertir les Athéniens de ne pas périr, comme l'Atlantide, de leur propre addiction à l'expansion. La critique de cette interprétation se fonde entre autres sur le fait que Platon a toujours clairement identifié les histoires qu'il inventait comme des œuvres de fiction. En outre, une description aussi détaillée et précise du royaume insulaire tel que fournie par Platon était tout simplement inutile si l'Atlantide n'avait été qu'un symbole imaginaire. En outre, certains passages de l'histoire de l'Atlantide apparaissent également dans d'autres dialogues de Platon, qui sont communément considérés comme clairement historiques. En fait, de nombreuses personnes qui croient en l'existence de l'Atlantide considèrent qu'il est probable que Platon n'ait entendu parler des rapports sur le royaume insulaire que lors d'un voyage en Égypte et que par conséquent, la légende ne puisse avoir été inventée du tout. Mais cette histoire est également vulnérable. À ce jour, il n'est même pas certain que Platon ait réellement séjourné en Égypte. S'il a effectivement visité le royaume des pharaons, il a dû faire appel à un traducteur. Mais même dans ce cas, on ne sait pas comment le philosophe a adapté et éventuellement développé le récit de l'Atlantide. La question controversée de savoir si l'Atlantide a réellement existé est surtout alimentée par le fait qu'il n'y a jamais eu de traces des ruines englouties de l'Empire. Bien que d'innombrables tentatives de localisation aient déjà été faites par le passé, qui supposaient que l'Atlantide se trouvait dans les endroits les plus divers du monde, personne n'a eu le privilège de découvrir les vestiges de la puissance maritime autrefois florissante. Toutefois, si l'on suit une thèse tout aussi passionnante et controversée, la réponse à la question de savoir où se cache l'Atlantide se trouve sous notre nez depuis des milliers d'années. Le chemin vers l'Atlantide ? Les histoires d'Hérodote sont le seul ouvrage conservé de l'historien grec de renommée mondiale. Dans le détail, les 9 livres d'histoire ont été écrits au 5e siècle avant Jésus-Christ, donnant un aperçu des événements historiques les plus importants sur une période d'environ 220 ans. Sur la base de ces descriptions, plusieurs cartes du monde d'Hérodote ont finalement été créées, qui dépeignent notre globe tel qu'il était compris par l'écrivain grec il y a des centaines d'années. Si nous regardons de plus près les cartes correspondantes et que nous laissons nos yeux errer au sud-ouest de la botte italienne, nous voyons une entrée petite mais très spectaculaire, Atlante. Mais que signifie cette inscription que nous voyons encore et encore sur les cartes du monde d'Hérodote ? L'écrivain antique savait-il où se trouvait la ville légendaire ? Aurait-il pu visiter lui-même les ruines glorieuses de l'Empire ? Mais pourquoi les vestiges de la puissance maritime se trouvent-ils apparemment dans les sables chauds du Sahara et non, comme on le suppose si souvent, au fond de la mer ? Avant de faire vos valises pour notre prochain voyage en Atlantide, nous devrions au moins écouter ce que l'autre partie a à dire sur l'étrange mystère de l'Atlantide. Avant tout, nous ne devons pas oublier qu'Hérodote lui-même n'a jamais fait de carte du monde. Comme nous l'avons déjà mentionné, les représentations correspondantes sont basées uniquement sur les interprétations illustrées de ses œuvres. En outre, Hérodote n'a jamais mentionné lui-même un royaume insulaire appelé Atlantide. Le mythe correspondant n'a été introduit dans le monde que par Platon quelques années après sa mort. Néanmoins, certains voient dans la carte du monde d'Hérodote la preuve que l'Atlantide a bel et bien existé. De plus, ils y voient une thèse passionnante confirmée par l'emplacement déclaré de l'Empire. L'Atlantide se trouve en fait au milieu du désert. L'œil du Sahara. La structure géologique énigmatique qui se trouve en Mauritanie a posé de nombreuses questions aux experts au cours de plusieurs décennies. Les anneaux en forme de cratères ont un diamètre impressionnant allant jusqu'à 45 km
tandis que les parois qui les entourent ne dépassent que les quelques mètres du sol. Au début, les chercheurs ont soupçonné que l'œil du Sahara, également connu sous le nom de structure de Richat, avait été créé à la suite d'un impact de météorite. Cependant, le fait qu'aucune roche d'impact n'ait été trouvée au point de collision présumé va à l'encontre de cette thèse. D'autres théories se basent sur l'hypothèse que l'œil du Sahara s'est formé suite à des explosions volcaniques. À cela s'ajoute l'idée que la structure énigmatique résulte d'une érosion naturelle. En fait, la structure du paysage est si grande qu'elle peut même être vue de l'espace. Pour cette raison, l'œil du Sahara a déjà servi de point de référence important pour certaines missions spatiales. Cependant, il existe une théorie encore plus étrange qui est étayée par de nombreuses preuves. Cette théorie n'est en aucun cas nouvelle. Cependant, dans un passé récent, un YouTuber portant le nom de chaîne Bright Insight a proposé une théorie selon laquelle l'œil du Sahara pourrait en fait avoir été l'emplacement de la ville perdue de l'Atlantide. Selon cette théorie, l'œil du Sahara correspond à toutes les descriptions fournies par Platon lorsqu'il a rencontré la ville il y a des milliers d'années. Selon la légende, la ville a fini par être inondée et consumée par l'eau. Si cela est vrai, il y a probablement d'innombrables artefacts anciens enterrés dans le terrain sablonneux. Bright Insight suggère qu'il vaut la peine d'explorer et de fouiller la zone pour essayer de mieux comprendre ce qu'est cette structure bizarre. Selon sa théorie, la plupart des grandes formations que l'on peut encore voir sur les images satellites de la région montrent qu'il existe d'importants dépôts de sel dans le sable. Il affirme que ces formations salines se seraient constituées au cours de centaines d'années en raison de l'eau salée qui traversait auparavant la zone. Il est tellement convaincu de l'exactitude de sa théorie qu'il a même offert une récompense de 10 000 $ à toute personne capable de se rendre dans la région et d'y chercher des arêtes de poissons ou d'autres objets. Sa théorie détaille également les écrits de Platon et la façon dont plusieurs grandes ravines semblent correspondre parfaitement à l'endroit où Platon a décrit des rivières et d'autres masses d'eau entrant et sortant de la ville. Platon a également affirmé qu'il y aurait eu des masses d'eau salée et d'eau douce dans la région, ce qui semble avoir été vrai également. Cette théorie a été débattue par de nombreux chercheurs historiques classiques, comme Graham Hancock. Cependant, personne n'a été en mesure de réfuter complètement cette théorie. Selon toute vraisemblance, l'œil du Sahara pourrait bien être le lieu de repos de milliers de personnes qui ont péri dans le déluge qui a emporté la cité perdue de l'Atlantide, si une telle cité a vraiment existé il y a tant d'années. C'est maintenant votre tour. Pensez-vous que l'Atlantide a réellement existé? Si oui, l'œil du Sahara est-il en fait les vestiges du puissant empire insulaire? Faites-nous part de vos impressions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être tenu au courant à partir de maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.